petit peu hallucinante. La patiente est encore en réanimation, elle se remet tout doucement de son accident qui avait fracassé son thorax, de son rapatriement par nos soins, mon infirmier et moi. Et donc là maintenant, les soucis que j'ai sont avec le directeur de ce centre qui organise donc tous ces rapatriements, qui est extrêmement puissant, qui existe depuis une soixantaine d'années. Et cette mission, avec le bris du respirateur, s'est passée au moment où il y a eu un changement de directoire. C'est-à-dire que le directeur s'en est allé, hein, il est parti prendre une retraite bien méritée, et il y a un nouveau directeur que j'ai entrevu l'espace de 20 ou 30 secondes. Ce qui fait que, en tant qu'entrée en matière, ça a été très fracassant. Hein. Il n'y a pas que le respirateur qui s'est fracassé, fracassé. La façade est juste fêlée. C'est que comme j'avais signalé à ce directeur que j'étais en train de me remettre des conditions vraiment houleuses de cette mission, il m'avait répondu d'une façon sûrement bienveillante que dans ce cas-là, que je profite du mois de mai pour me reposer. Et là, je m'aperçois que gentiment, je pense qu'il est nouveau et il veut montrer son autorité. En me signalant, parce que j'avais entre-temps donné des disponibilités pour le mois de juin, et juste pour ne pas en donner, en disant le mois de juin je vais être plein de congrès et j'aurai pas plusieurs jours consécutifs, donc ça n'a pas de sens, tant pis. Il m'écrit gentiment en me disant mais de toute façon que je suis retiré des listes des transporteurs, voilà, donc que j'ai pas besoin de donner mes disponibilités dans la mesure où je suis rayé des listes. Alors bon, je vais le voir, on va discuter le coup. Alors juste, c'était quand? Ça, c'était entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant? J'ai appris que j'étais rayé des listes il y a, je sais pas, une semaine à peu près. D'accord. Une semaine, 10 jours. Et j'ai pris ça très calmement en me disant, c'est quelqu'un qui sans doute a, je dirais pas peur, mais veut montrer que c'est le patron. Ce qui est normal, un patron doit montrer qu'il est le patron et doit montrer en quelque sorte son autorité. Alors, donc je vais le prendre avec cet état d'esprit, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout me sentir coupable, d'autant plus que la faute qui nous est reprochée, mon infirmier et moi, parce qu'on est deux, déjà je vais poser la question, est-ce que mon infirmier a été mis à pied lui aussi? S'il l'est, bon, donc on est deux à être en prison. S'il n'y a que moi, ça veut dire que c'est moi qui suis l'anti-responsable. Ça me permettra de dire que jusque-là, les responsables du matériel médical, et j'en ai connu deux parce que je suis là depuis longtemps, mettaient le matériel médical dans la soute, ce qui est l'erreur qui m'est amèrement reprochée. Enfin, mais nous est reproché. Donc, outre les... Donc, on oublie les autres éléments de mon plaidoyer, c'est-à-dire le fait de protéger un instrument destiné à être transporté avec, je ne sais pas, une espèce de coque en silicone, enfin des choses que n'importe qui pourrait faire en quelques secondes. Le fait de mettre le matériel en soute était une négligence et un crime absolu, peut-être, virgule, mais crime qui a été commis par les responsables précédents du matériel médical. Bon, voilà. Bon, je m'en fais pas trop. Et donc la dame est en voie de sans doute guérir. Tant qu'on n'est pas sorti de réanimation, il faut toujours être prudent. Mais déjà, elle est avec nous, ce qui est énorme. Donc voici pour cette mission. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. J'espère que le fameux HELP, c'est-à-dire cette espèce d'ascenseur sur roue, ce camion ascenseur, j'espère qu'il a été réparé entre-temps parce que c'est un désastre absolu. Je vais me rafraîchir une seconde. Oui, nous faisons une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Eh bien, merci pour ces précisions par rapport à cette mission 456-406
456 missions, c'est énorme et on est heureux de pouvoir continuer justement ces chroniques, histoire d'en savoir plus tout au long des émissions que nous partageons ensemble. Alors, Daniel, cette fameuse surprise qu'on attend d'entendre, de quoi s'agit-il? Est-ce que ce soir, tu as envie d'en parler avec nous? Alors, j'en avais parlé, donc aujourd'hui, on va continuer d'en parler, mais je vais, comment on va dire, ménager un petit peu le suspense, mais tout le monde saura de quoi on parle. D'accord. Et je ne peux pas dire plus que ce que je ne sais, donc c'est pas pour faire languir les gens qui nous écoutent, c'est vraiment, je vais donner l'état de l'art actuel. Alors ça concerne une soumission envoyée à une revue médicale, scientifique, et suivie d'une lettre de décision. Alors là, on entre dans un monde qui peut-être est nouveau pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans tout ce qui est recherche, construction d'un article, avec introduction, matériel et méthode, statistiques, résultats, discussions, conclusions, références, iconographie, toutes ces choses sont très familières pour ceux qui sont là-dedans, mais pas pour les autres. Donc, je fais mes petites études de médecine, je me dirige vers la médecine critique, c'est-à-dire celle qu'on appelle réanimation et qui n'a rien à voir, je préfère le préciser, avec l'anesthésie, trait d'union, réanimation, qui est un autre métier. Donc, le trait d'union réanimation, on perd beaucoup de temps avec ça. La réanimation, c'est la médecine critique, c'est-à-dire je vois un patient qui va mal, dans la rue, dans l'avion, n'importe où, et qui va mourir dans les 24 heures ou dans l'heure ou dans la minute si on ne fait rien. Et entrant dans ce monde, parce que c'en est un, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui manque, qui ne me convient pas, parce que c'est quand même un métier où il faut être très rapide. Le stress est énorme, pour ceux qui sont conscients de ce métier évidemment, c'est-à-dire nous tous, ça c'est un point qu'on a en commun. Et il me manquait quelque chose que j'avais pressenti 2 années avant de prendre mes premières responsabilités, c'était la fameuse boîte, avec la fameuse sonde, c'est-à-dire l'échographie. Et donc j'avais introduit l'échographie d'une façon un peu clandestine de 1985 à 89, en allant emprunter, c'est plus élégant que voler, puis c'était pas un vol puisque je rendais l'appareil. Donc je l'empruntais la nuit venue pendant 4 ans, et en 89, où François Jardin m'a ouvert les portes, j'avais un appareil sur site, puisque l'appareil était là pour les explorations cardiologiques, comme le font les cardiologues. Et j'ai vu tout de suite que cet appareil était une bombe à retardement, ou un géant assoupi, plus élégant qu'une bombe, ça fait moins militaire, et fébrilement, ou non pas fébrilement, mais une façon, on va dire, méthodique et appliquée, j'ai tenté de voir quel était le domaine de cette échographie. Et par chance ou par manque de chance, je ne sais pas, par chance, j'ai vu très rapidement que l'organe le plus important du corps, qui nous permet de respirer, c'est-à-dire la fonction la plus critique, on en a 2 fonctions absolument critiques, c'est recueillir l'oxygène qui est dans l'air terrestre, et ensuite envoyer cet oxygène au tissu, c'est-à-dire notre cerveau, nos reins, le bout de nos doigts, le corps. Donc tout est dans l'oxygène, et je m'étais aperçu que pour connaître la fonction de l'organe noble qui extrait l'oxygène, c'est-à-dire le poumon, on avait des outils qui me paraissaient un peu glauques, je dirais. C'est-à-dire l'examen physique. L'examen physique veut dire ce qu'on peut faire avec l'auscultation. Donc on écoute avec ses oreilles, avec le stéthoscope, la percussion, donc avec 2 mains qui frappent l'une contre l'autre, la palpation, donc ça parle de soi-même, et
je devrais dire dès le départ, l'inspection d'abord. C'est-à-dire qu'est-ce que me suggère le patient et son thorax quand je le regarde simplement. Donc mes yeux, mes oreilles, mes doigts, pour essayer de voir ce qu'a le patient. C'est un peu maigre, hein. Évidemment c'est indispensable. Je ne parle pas, si des médecins nous écoutent, du temps très important qui est l'histoire, c'est-à-dire les données tirées des antécédents du patient, qu'est-ce qu'il avait comme maladie chronique, ou est-ce qu'il sort d'une maladie toute récente, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a eu d'abord une gêne à respirer, ou plutôt une espèce de rhume, une douleur, bon. Tout ça, ça fait partie de l'interrogatoire. Ensuite, l'examen physique. Et ensuite, que font mes collègues pour en savoir plus chez un patient qui, on va dire par exemple, est dyspnéique, donc il a du mal à respirer. Il y a le gaz du sang, qui est un examen que je considère comme un petit peu intéressant, mais surtout barbare, parce qu'il s'agit d'enfoncer une aiguille dans un vaisseau. Tout le monde se fait prélever du sang dans les laboratoires, mais c'est par les veines hein, que les infirmières des laboratoires piquent. Là, il faut piquer dans une artère. L'artère est dotée de nerfs sensitifs, hein, dit d'une façon différente, ça fait mal. Et il paraît que ça fait même très mal. Et moi, j'aime faire du bien à mes patients, mais pas leur faire du mal. Donc, il y a les gages du sang qui permettent d'avoir une vague information. Je fais court. La radiographie, ça c'est familier de tout le monde. Donc, on fait la radiographie, il faut déjà qu'elle puisse venir, il faut qu'elle soit interprétable. Et là, je rentre pas du tout dans le sujet. Est-ce que la radio est un examen valable? La réponse est non, dans un bon tiers des cas. Elle nous fout dedans, poliment, dans un bon tiers des cas. Mais il y a le scanner. Alors, premièrement, mais il n'y avait pas à l'époque. Quand j'ai commencé, le scanner se développait tout juste, et même aujourd'hui où il y a des scanners un petit peu partout, enfin un peu partout, entendons-nous, dans une toute petite minorité d'institutions. Parce que si on prend les 8 milliards d'habitants de notre planète, ceux et celles qui peuvent accéder au scanner, brutalement, il y en a peut-être 10%, et je pense être très généreux. Donc c'est un privilège de riche, le scanner. Et il faut y aller à ce scanner. Donc, il faut dépenser de l'énergie pour transporter un patient qui ne va pas aimer être transporté, comme la dame de la mission 456, qui a failli en faire un arrêt cardiaque. Hein, ça tombe bien pour l'exemple. Il faut soumettre le patient à un champ très irradiant. C'est-à-dire que, pour le dire d'une façon un peu violente, on gère le problème immédiatement, mais le patient va peut-être nous revenir d'ici 10-20 ans avec une maladie induite par les rayons X. Et le scanner donne beaucoup plus de rayons X que la radiographie, donc je fais bref. Et me voilà avec mon échographie, et je m'aperçois d'une façon très progressive que, malgré la croyance que l'échographie était impossible au niveau des poumons, eh bien petit à petit, il m'a fallu quelques années pour voir, mais je pense avoir fait le tour de la question entre 1989 et 93. Donc pendant 4 années, j'ai eu des acquisitions multiples. Après, ça s'est un petit peu calmé. J'ai vu qu'il n'en était rien, quoi. C'était une misconception, une bêtise, je ne saurais pas comment le dire, une lacune dans la culture médicale. Alors, tout ça pour dire que maintenant, on va arriver à l'art de publier, c'est-à-dire, une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis, non pas de son patient, et de ses collègues qui sont dans le service, qui sont plus ou moins occupés, mais vis-à-vis de la communauté. Alors c'est intéressant, oui, justement, vis-à-vis de la communauté, j'imagine, ces expériences aboutissent à des écrits. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, Daniel ? Alors, là, c'est une section de la vie d'un chercheur qui est très éprouvante. Il faut être costaud, parce que, une fois que vous avez l'idée, il faut
l'expérimenter, j'aime pas ce terme, mais il faut voir ce qu'elle donne sur un nombre de patients décent. C'est-à-dire, on va dire, une centaine d'observations permettent en général de dégager une loi. Et il s'agit bien évidemment de faire son observation et ensuite de gérer le patient comme il a toujours été géré. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas des chiffres, je ne peux pas faire perdre des chances aux patients. Et donc, pendant ces premières années, je faisais les gaz du sang, je faisais la radiographie, de temps en temps j'allais au scanner, quand il le fallait. Et une fois qu'une centaine de patients sont réunis, on regarde. Alors, j'ai, on va dire, 25 patients ayant une maladie donnée, on va dire un pneumothorax, et j'en ai donc 75 qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas d'une façon sûre et certaine. La radiographie est un mauvais examen, donc il avait fallu que j'attende d'avoir 75 patients ayant tous eu un scanner pour vérifier que le scanner montrait qu'il n'y avait absolument pas ce pneumothorax. Donc j'avais 25 versus 75, donc ça me permet d'écrire un titre déjà. Donc le titre, ça va être l'échographie du pneumothorax, résultat préliminaire, ou un signe échographique permettant d'éliminer le pneumothorax. C'est comme ça que j'avais écrit mon premier papier là-dessus, le glissement pleural. Et donc on a l'introduction qui campe le problème, qui embête donc toute la communauté, puisqu'on ne sait jamais si le patient en a un ou pas. Ça peut faire, je cherche un terme correct, je suis désolé, on a notre jargon, mais ça peut mettre un malade très très mal en quelques minutes. Et donc rien que ce pneumothorax peut être très ennuyeux. Quand il est bilatéral, c'est-à-dire il atteint les deux poumons, on meurt très vite. Donc c'est vraiment un gros souci. Un seul poumon, ça va, on peut aller à l'hôpital à pied quand on est jeune, mais les deux, on va pas loin. Donc, on écrit les résultats et on a des chiffres qu'on appelle sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative. Et plus ces chiffres sont proches de 100%, plus le test, c'est-à-dire l'outil testé, est intéressant. Et comme les résultats étaient plutôt excellents, puisque dans cet article, la valeur prédictive négative était de 100%, bon, et les autres chiffres étaient tous au-dessus de 90, ça nous donnait déjà une loi absolue qui était: quand un patient a un glissement pleural présent à un certain endroit, on est sûr et certain que c'est pas à cause d'un pneumothorax. Donc, s'il va pas bien, il faut chercher autre chose, c'est pas un pneumothorax. Si on vient de traiter un pneumothorax, on l'a remis à la paroi et on voit qu'il y a un glissement pleural, on n'a pas besoin de faire la radio, on n'a pas besoin d'irradier le patient, d'embêter tout le monde. Donc, c'est une loi qui fonctionne. Pour écrire ça, il faut être sûr de soi, parce que ça bouleverse un tout petit peu, pour le dire poliment, les règles de la médecine. La première réaction des gens, c'est attendez, mais on n'est pas radiologue, nous, on est réanimateur. Alors, je regarde les collègues en question, je les évalue pendant quelques secondes, ça va très très vite, et je me dis, celui-là, ne perds pas ton temps, il ne va pas comprendre. Mais celui-ci, prends ton temps et explique-lui que l'échographie n'est pas une technique de radiologue, mais un outil pour nous, un outil de médecine visuelle, parce qu'on peut voir ce qu'a le patient, et il serait grand temps qu'on l'implémente, qu'on le développe. Donc les résultats sont bons. La discussion, en gros, la discussion, elle dit que c'est peut-être pas une mauvaise idée, malgré la croyance éternelle que l'échographie pouvait pas être appliquée au niveau des poumons, que déjà on a déjà ici un élément qui contredit cette croyance, ce dogme. Ensuite, on va parler des limitations pour montrer que c'est pas toujours une baguette magique, pour être crédible, simplement. Je vais pas plus loin. Et on arrive à la conclusion. Et la principale conclusion de ce papier de 1995, Chest, la revue Chest, c'était un glissement pleural culminant, c'est-à-dire près du ciel,
c'est-à-dire là où de l'air libre il reste localisé, un glissement pleural présent nous permet d'éliminer le pneumothorax. Bon, c'est écrit. Ensuite, il faut que ce soit en anglais. Si c'est pas en anglais, ça sert à rien. Si c'est du français, ça restera dans une revue confidentielle. Et il est bête de ne pas envoyer un manuscrit auquel on croit en anglais. Donc il faut un traducteur, et il faut que ce soit une bonne traduction. Il faut ensuite choisir sa cible, c'est-à-dire la revue. Alors, bon. Alors, est-ce que, voilà, je vais faire un exemple tout simple pour que ce soit un peu plus clair pour les auditeurs. Est-ce que c'est comme, par exemple, quand on veut envoyer un CV, une lettre de motivation et qu'on a vraiment envie d'avoir un travail, on l'envoie partout, on fait notre sélection. Comment ça fonctionne finalement? Est-ce que quelle est la meilleure technique pour qu'il y ait des chances que ça aboutisse à une publication? Excellente remarque, parce que justement, un CV, on va l'envoyer à 1000 personnes et il y en a peut-être 4%, je crois que c'est les chiffres qui vont répondre, mais une découverte médicale, c'est-à-dire un manuscrit, le mot manuscrit, c'est tapé évidemment à la machine, mais c'est un manuscrit, ça veut dire qu'il n'est pas encore accepté par le journal en question, donc la communauté scientifique mondiale. Et on a l'obligation de ne soumettre sa découverte qu'à un seul journal. Ah d'accord. Oui. Sous le principe que si on l'envoie à 2 journaux et que les 2 acceptent, bah qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à l'un, le moins prestigieux des 2, ah ben non, finalement, j'ai mieux. Et ça risque d'éliminer nos chances pour le prochain, avec l'autre revue. Bon, je crois que ça s'est jamais fait et ça se fera jamais, il me semble. Donc, j'ose espérer, parce que tout existe dans tous les métiers. On a connu des bons présidents, donc il peut y avoir de tout. Alors, et ça c'est un tout petit peu horrible. C'était en 1994, et donc je choisis, alors je me souviens plus si ça avait été refusé par d'autres, bon, peu importe. Je l'envoie à une revue qui s'appelle Chest. Bon, le siège est à Chicago, ça va, États-Unis, bon, ça fait bien, ça fait sérieux. Et une fois que le manuscrit est envoyé, il est soumis au rédacteur en chef qui ne connaît rien à la question, c'est pas son métier, mais il va détacher des lecteurs qu'on appelle des reviewers, qui sont experts dans le domaine et qui vont expertiser le manuscrit, c'est-à-dire dire là c'est pas bien, là je comprends pas, là c'est bien, mais il y a une petite chose qu'il faudrait expliciter. Donc c'est une analyse critique, soit franchement gentille, soit franchement méchante, des experts. Mon minuscule, infinitésimal problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'experts, ça n'existait pas. La première chose que les gens disaient, c'est on ne peut pas échographier les poumons, alors d'où il sort celui-là? Non. Ce qui fait que il avait fallu au rédacteur en chef le temps de trouver des experts qui acceptent ce travail un peu étrange. Alors qui sont-ils ces reviewers? Je ne sais pas. Aucune idée, ils doivent rester anonymes. Donc de temps en temps, il m'est arrivé au cours de ma carrière de savoir qu'un tel m'avait reviewé, soit par des indiscrétions, parce qu'ils me le disent eux-mêmes. Donc je sais que Michael Pinsky, Giovanni Volpicelli, etc. Bon. Mais normalement, c'est vraiment c'est secret. C'est-à-dire, eux, ils savent qui je suis, mais moi, je ne sais pas qui sont les reviewers. Oui. C'est comme ça, j'accepte. Et on attend. Et ça peut durer des semaines et des semaines. Plus le papier peut poser des problèmes, et plus les semaines deviennent longues. Et puis un beau jour, on recevait un courrier. Voilà. Un courrier, quoi, papier. Actuellement, on reçoit un email et je décris la façon dont je faisais à l'époque et dont je fais aujourd'hui. Quand je recevais le courrier, je voyais que c'était une lettre manifestement de décision, parce que c'était la revue, avec l'entête de la revue, qui écrivait, et je
Alors attendez, 1995, 88, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, mes enfants étaient très jeunes, mais bon, ils savaient, ils comprenaient un petit peu les choses, et ça s'est passé peut-être pas tout de suite, mais ça s'est fait au bout d'un certain temps. Je ne lisais pas la lettre de décision. Puis c'est vrai que quand ils étaient petits, ils étaient à la maison, donc accessibles tout de suite. Mais en général, quand ils sont un petit peu volés de leurs propres ailes, je leur envoie un coup de téléphone, un message. Il y a une lettre de décision. Et on se retrouvait dans un restaurant dont je tairai le nom, Boulevard Saint-Germain. C'est une pizzeria, toujours la même, on les connaît bien, c'est un petit peu la famille. On dîne gentiment, détendu, et à la fin du repas, après qu'on ait débarrassé la table, les enfants lisent la lettre de décision. C'est-à-dire, alors il se trouve que, voilà, j'ai un cutter hein, qui me... On le voit à l'image. Voilà, qui ne me quitte jamais parce que moi j'en ai toujours besoin. Hein. Et le choix est réparti comme ça. L'un des deux va ouvrir l'enveloppe. Le second va sortir la lettre. Le premier va déplier la lettre. Le second va lire ce qui est écrit tout en haut. Et petit à petit, ils ont le droit de lire de façon fragmentée, c'est-à-dire qu'une longue phrase, dès qu'il y a une virgule, il faut que ça passe de l'un à l'autre. Et je suis là, en face. Alors au début, je me disais, cette découverte, elle est évidente, quoi. Il y a un glissement pleural, on le voit, on peut l'objectiver. C'est une affaire qui va aller vite. Et c'est parce que je m'y connaissais pas. Être découvreur, ça s'improvise pas. Et maintenant, je sais que c'est des choses... plus la découverte est simple et plus elle met des années, voire plus, à être acceptée. Bon, donc, j'étais un petit peu surpris et c'est pour ça que j'ai fini par faire ce cérémonial avec les enfants, cette espèce de mise en scène, pour que ça dure. Et c'est ce que je suis en train de faire avec l'auditoire d'ici et maintenant. Et c'est là que la décision du journal est prononcée par un de mes enfants et il y a 4 possibilités. Soit le papier, ça n'existe jamais, est tellement génial qu'il est accepté d'emblée, il est parfait, ça, je crois que personne n'a vécu ça. Il y aura toujours des commentaires, simplement déjà pour que les reviewers aient l'impression d'exister. Ils ne peuvent pas dire j'ai rien à dire. Il faut bien mettre son grain de sel. Soit on demande des révisions mineures, ce qui veut dire que le papier a plutôt plu à la revue, mais il y a des choses qu'il faut absolument mettre au clair, qui ne sont pas parfaitement correctes, etc. Mais en gros, ça veut dire c'est dans la poche. C'est un peu ça que ça veut dire, révision mineure. Révision majeure, ça veut dire que le rédacteur en chef n'est pas du tout sûr que le papier conviendra à la revue. Il faut absolument répondre à tous les commentaires des reviewers et même si on a répondu, il n'est pas du tout sûr que la revue publiera ce papier. Et le point numéro 4, c'est le refus d'emblée, c'est-à-dire avec des phrases qui sont toujours un petit peu les mêmes. Cher docteur, votre papier a retenu toute notre attention, mais toutefois, alors, vu le grand nombre de papiers que nous recevons et le peu de papiers que nous pouvons publier, ou notre journal n'étant pas exactement dans la veine de votre manuscrit, ou etc., 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 il y a 10 000 façons de le dire, votre papier ne nous intéresse pas. Ciao. Avec des petites phrases de consolation comme nous sommes certains qu'une autre revue donnera tout son intérêt à votre papier, bon, et que les commentaires des reviewers vous permettront de le consolider. Alors, en général, mes lettres de décision sont négatives, c'est-à-dire refus, ou révision majeure. Il est très rare que j'ai des révisions mineures, et pour la révision mineure est
a été faite, il y a une nouvelle lettre de décision, et c'est un plaisir d'accepter votre manuscrit. Ça m'est arrivé un nombre ridicule de fois dans ma vie. Je connais des collègues qui sont champions du monde de la publication, qui ont publié quelque chose comme 1500 papiers. Moi, c'est 2 ou 3 douzaines, c'est-à-dire en nombre ridicule. Mais c'est quand même bien, bravo. Alors, là où on fait la différence, c'est que le brave jamais gars... se comparer, c'est pas bien la comparaison. Mais je vais finir ma phrase. Hein. Le brave gars qui publie 1500 papiers, il a un nom. Et si je pose ingénument la question à un collègue, quand est-ce qu'on va l'appeler je vais prendre le premier nom qui me vient à l'esprit. Jean-Paul. Tiens, je vois Yoda. Pourquoi Jean-Paul? Comme ça, j'ai vu... Alors, Jean-Paul Yoda. Jean-Paul Yoda, ouais. Voilà. Si je pose la question ingénument, je vais l'internationaliser, ce Jean-Paul Yoda, qu'est-ce qu'il a vraiment fait de contributif? Quand est-ce que moi, dans mon métier, je fais du Jean-Paul Yoda? Et en général, ça crée un froid. Et les collègues me disent « Oh ben non, bon, il y a pas vraiment de choses qui sont entrées dans nos pratiques, qui ont changé les pratiques, mais enfin, il a quand même bien montré les mécanismes de l'embolie pulmonaire, les mécanismes de la cascade inflammatoire, la flambée des cytokines. Bon, moi, quand je gère un patient, je ne vois pas toutes ces choses. Donc, je peux me consoler en me disant que j'ai publié peu de papiers, mais chaque papier a un impact immédiat pour chaque médecin à travers le monde. C'est ma petite consolation. Je me permets de prendre un petit verre. Oui, bien sûr. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste dans quelques instants. Alors, petite pause musicale pour faire durer le suspense, mais je pense que les auditeurs veulent avoir la réponse et entendre ce qui s'est passé. Donc, tu nous parlais de cette cérémonie. Est-ce qu'il y a eu aussi cette cérémonie pour ce courrier-là que tu as en main? Oui, cérémonial. Cérémonial, oui, pardon. Restons les pieds sur terre. Alors, là, il s'agit d'un papier qui répond à une question non résolue par la communauté médicale et qui est toute simple. Quand un patient est grave, quand un patient est grave, il y a très peu de choses à lui faire dans les premières minutes. Il faut savoir, est-ce qu'il faut lui donner un médicament qui va renforcer le cœur? Est-ce qu'il faut donner un médicament qui va renforcer les vaisseaux? Est-ce qu'il faut lui donner un remplissage? C'est-à-dire une perfusion, comme ça, avec du sérum salé ou du glucosé ou parfois même du sang. C'est ici. Hein. Oui. Voilà, le liquide miracle qui représente la vie quand le patient ne va pas bien parce que notamment il n'a pas un niveau de fluide dans le sang suffisant pour faire marcher le moulin. Et j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps aujourd'hui ou plus tard, en chemin faisant avec mon échographie pulmonaire qui permettait de voir des maladies respiratoires comme le pneumothorax par exemple. Je m'étais aussi aperçu que très logiquement, il devait pouvoir indiquer la possibilité de donner un remplissage vasculaire à un patient donné et ensuite c'est adjoint non seulement la possibilité de donner du remplissage, mais aussi le devoir de lui donner ce remplissage. Et je suis arrivé à un protocole que j'ai appelé le FALS protocole. Alors, j'étais à Toronto, hein, on ne l'invente pas. FALS, c'est Fluid Administration, limité par L, c'est lung, le poumon, et sonographie, la sonographie. Donc ça donne le Falls protocole. Et évidemment, j'étais à Toronto et vous imaginez que là-bas, il y a les chutes du Niagara. The Falls, ce sont les chutes. Et ce papier prétend, très gentiment, calmement, d'avoir trouvé la solution. Mes collègues imposent leur solution par l'autorité
presque la menace. Et ça me rappelle un petit peu certaines guerres de religion, où on parle de quelque chose que, à ma connaissance, personne n'a vu, hein, c'est-à-dire qu'on croit, mais on croit sans preuve. Et quand on croit sans preuve, il peut arriver des débordements, déjà dans l'histoire de l'humanité, guerre de religion. Et on a ça aussi dans ce domaine en médecine. C'est-à-dire que chez un tel, ça va être telle méthode, chez un autre, c'est telle autre méthode, et moi j'arrive presque en sifflotant, en parlant de ma méthode, que j'ai donc envoyée à une première revue qui s'appelait le JAMA, le Journal of American Medical Association, qui, dès le lendemain, m'a envoyé gicler. Bon, classique. Je m'en suis remis rapidement et je l'ai envoyé à une autre revue qui est tout à fait honorable, tenue par des big names, comme on dit, de la réanimation. Elle est envoyée, donc la lettre manuscrite, et c'était en mars, et c'était le 20 mars à peu près. Le premier jour du printemps. C'est possible. Bon. Et là, pas que la lettre de décision arrive une dizaine de jours plus tard. 20 plus 10, ça fait combien à peu près? C'était la fin du mois de mars alors. C'était le tout début avril. Début avril. Dis un chiffre. 1er avril, c'était pas un poisson d'avril. Le 1er avril. Incroyable. Cette revue m'envoie cette lettre de décision qui décide de ma vie quand même, parce que un médecin qui trouve des choses, s'il n'est pas publié, il n'existe pas. Donc c'est capital ces lettres pour non seulement mon avenir, mon confort peut-être aussi, mais aussi pour ces papiers sont destinés à l'humanité, hein, à être diffusés. Quand je vois qu'une prise en charge ralentit la guérison, ou voire même pire, pour moi c'est une urgence vitale d'en faire profiter à la communauté. Alors je me dis 1er avril, bon, allez, je pense que entre les gens élégants que nous sommes, c'est pas un poisson. Donc, donc je le montre ici. Hein. Donc, voici cette lettre. Vous allez me dire, mais on est à l'époque électronique. Hein. Mais moi, premièrement, je suis un grand sentimental. Deuxièmement, je pense que pour les choses très importantes, il faut du papier. Et donc, ce que je fais en gros, c'est que j'imprime la lettre. Avant de lire. Sans la regarder même. En la regardant du coin de l'œil, en enlevant les lunettes, tout pour ne pas la lire. Je la mets. Je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 pages. Alors, le nombre de pages peut être un bon point ou un mauvais point, je ne sais pas. Je mets la lettre dans une enveloppe à l'ancienne et puis je mets un titre voilà, donc avec des petits émoticônes pour rendre voilà, comme ça, pour rendre la chose un petit peu légère, pour masquer la solennité du moment. Et voici donc ce qui est advenu. Roulement de tambour. Ah, roulement de tambour. Donc, on imagine, je suis à table, en face de mes enfants, les mains sur la table, la tête un petit peu basse, en respirant un petit peu calmement, et donc ça commence, c'est-à-dire que la lettre est ouverte. Elle est lue par tes enfants qui sont grands maintenant, du coup. Oui, voilà. Mais bon, quand ils avaient 12-13 ans, ça les amusait, et puis d'année en année, de décennie en décennie. Alors, donc, mon premier enfant lit AOIC D2400283. Bon, c'est la référence. Là, jusque-là, on passe à mon autre enfant qui lit Lung Ultrasound for Causal Diagnosis of Shock Falls Protocol, a tool helping to guide fluid therapy while approaching fluid tolerance. Some comments on its accuracy. Bon, c'est le titre. Donc, jusque-là, on n'a pas encore avancé. Donc, Annals of Intensive Care. April 1st 2024. Bon. Le temps passe. Hein.
Dear Professor Lichtenstein. Ah, là, ça commence, là. Alors, la phrase suivante. Your manuscript, Lung Ultrasound for Causal Diagnosis of Shock, False Protocol, a tool helping to guide fluid therapy while approaching fluid tolerance, some comments on its accuracy. Bon, c'est le titre, hein, puis répété. Ouais, je suis là, j'attends, hein, j'attends. Ensuite, changement de main. AOIC D2400283. Bon, c'est. Moi, je suis cool là, pendant ce temps-là. Oui. Tranquille, hein, tranquille. Has been assessed by our reviewers. Je vais le faire en français. A été évalué par nos reviewers. Changement de lettre. Je vais le lire quand même en anglais. Although, bien que ce papier soit d'intérêt, là, je commence à me raidir un petit peu. Ouais. Bien que, ça veut dire que juste après, va y avoir quelque chose de... Attends, je vais poser ça comme ça. Bah, j'ai qu'à le prendre ici. Puisque après bien tout... que... Ouais, j'aime pas beaucoup. Alors, voilà. Donc, changement de main. We are unable to consider it for publication. Il nous est impossible de le considérer pour publication. Alors, je reçois ça dans la figure. Donc, ça veut dire... dans notre métier, on dit badadé. Tu as été badadé. C'est un mot un petit peu désagréable par la revue. Et il y avait une virgule. Et mon autre fils lit in. Alors moi je commençais déjà à me dire bon. C'est pas la peine de lire la suite, c'est bon. Pas la peine. In its current form. Dans sa forme présente. Oh. Alors là, donc après le also, après le we are unable, donc qui m'enfonçait vraiment dans un début de désespoir, brutalement, un espoir, dans sa courante forme. Alors. C'est vrai malin, hein, cela. C'est ça, c'est exactement comme tu dis. Ils savent très bien qu'on est là, qu'on est accroché, ils veulent un peu jouer avec nos nerfs. Je crois que tu as raison. The reviewers have raised a number of points. Les reviewers ont mis le point sur un nombre de points. Donc en anglais, ça doit vouloir dire un certain nombre de points. Qui, nous le pensons, devrait améliorer le manuscrit et permettre de voir une version révisée publiée par la revue. Waouh! Yes! Alors, yes, ça veut dire, en gros, il demande une révision mineure. D'accord. Alors, je me suis attaqué à cette révision mineure. J'avais pris plusieurs jours, hein, puisqu'il fallait que les enfants soient disponibles. Mais j'avais pris le risque. Et, il fallait que je le rende le 1er mai. C'est-à-dire, il te donne un mois. Mais en même temps, ça a quelque chose de dérisoire, de futile, parce que si le papier, comme ça peut arriver, fait plusieurs allers-retours, parce qu'on n'a pas répondu suffisamment à la question, à la fin, le papier sera accepté au bout de 3 mois ou 6 mois. Donc, il ne faut pas trop se laisser manipuler par une pression qui n'a pas lieu d'être. Et je leur ai écrit parce que je savais qu'en 3 semaines, ce ne serait pas fait. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner encore 15 jours? Est-ce que je peux vous remettre le manuscrit le 15 mai au lieu du 1er mai? Et la revue a répondu c'est OK. Et quelques jours après, je leur envoie un courrier en leur disant j'ai l'impression qu'il faudra encore une semaine de plus, le 21 mai. Et là, j'ai les 2 rédacteurs en chef. L'un écrit ça ne me pose pas de problème, et l'autre idem. Et donc le secrétaire, en quelque sorte, me dit nous attendons votre analyse pour le 21 mai. Et alors j'ai fait un travail d'arrache-pied
avec ma traductrice, qui est une dame que je n'ai jamais vue, mais que je connais régulièrement par courrier, de temps en temps par téléphone, qui est américaine. J'ai un co-auteur qui avait réalisé un travail qui était indispensable pour que je puisse envoyer le travail suivant. Donc, parce que c'est un travail qui risque d'être majeur. Je suis désolé, ça fait pas très modeste, hein, mais il risque de faire du bruit. Et c'est le 5e avatar d'une ligne B qui a été publiée en 1994, qui a montré sa pertinence en 1997 pour le diagnostic de syndrome interstitiel, peu importe ce que ça veut dire, qui a montré sa pertinence clinique en 2008 dans un protocole qui s'appelle le Blue Protocol, qui permet de voir tout de suite, ce patient, c'est un œdème pulmonaire qui fait, je simplifie. Donc ça fait déjà 3 envois. Et ensuite j'avais envoyé le premier article, je n'avais même pas compté parce qu'il était en français. Donc le Blue Journal, ensuite Chest, ensuite une revue qui montrait que le fameux artefact que j'ai décrit comme étant représentatif d'une certaine défaillance, une certaine maladie devant faire chercher ceci pour finalement donner tel traitement à tel patient, était associé à un chiffre qu'on obtient en transperçant le patient pour lui mettre un cathéter dans le cœur, enfin quelque chose qu'on appelle méthode très invasive. Donc ça avait été fait. Mon collègue, qui s'appelle Stéphane, avait réalisé une étude sur des patients qui devaient avoir une certaine prise en charge, et à côté, ils ont regardé s'il y avait ces lignes B échographiques, ces fusées pleurales, comme je les ai appelées, qui apparaissaient, et on a des chiffres. Et je ne commente pas ces chiffres, qui, du reste, n'étaient pas terribles. Pour ceux qui connaissent les statistiques, sensibilité 80%, spécificité 57%. C'est pas terrible. Et moi, j'ai inversé complètement la vapeur et j'ai dit, je savais dans le papier que j'ai envoyé là, présentement, mais ça c'était couru, parce que si on compare une nouvelle méthode à des méthodes qui n'ont jamais été validées, peut-être que si ces méthodes-là sont pas bonnes, la nôtre, comparée à des méthodes qui sont pas bonnes, apparaîtra comme médiocre. Et personne ne peut dire « Ah, vous avez tort là ». Non, 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 non. Ils sont obligés de reconnaître ce fait. C'est-à-dire que la médecine critique et la question du remplissage vasculaire tourne autour de quelque chose qui est vide. Je schématise. Et là, j'apporte quelque chose qui donne une preuve absolue qu'il se passe quelque chose au cours du remplissage vasculaire d'un patient, un signal qui nous permet d'arrêter le remplissage, de dire là c'est bon. D'abord, ce signe, quand il est absent, nous permet de commencer le remplissage, et quand le signe apparaît, on arrête le remplissage et on gère le patient en fonction de ça. Donc c'est un gros truc que je vais épargner. Et donc le manuscrit indiquait que les chiffres, ils sont pas terribles, mais c'était attendu, parce que il se mesure à une méthode qui, dans ce travail-là, était un test barbare qui s'appelle le Doppler transœsophagien, mais on utilise une autre méthode comme l'échocardiographie ou le PICO ou le cathétérisme cardiaque gauche ou droit. Le problème se posera toujours, c'est qu'aucun de ces éléments n'est validé. Donc, il m'a fallu, pour parler de ça, envoyer une tartine à la revue. C'est-à-dire, ils ont une lettre qui fait une page de commentaires. Moi, c'est ça, il y a une page de commentaires. Et moi, je leur envoyais comme ça quelque chose comme 34 pages
Non, non, j'exagère parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour vraiment réduire au maximum, mais pour argumenter et pour dire, si vous avez le temps, lisez parce que c'est du solide. Et voilà où on en est. Je leur ai envoyé donc in extremis, c'est une question de correction. Oui. Si je l'avais envoyé 1 ou 2 ou même 3 jours plus tard, il l'aurait accepté. Si je l'avais toujours pas envoyé, il m'aurait envoyé un courrier un peu méchant en disant faut peut-être envoyer votre analyse. Mais histoire d'être entre gentlemen, j'ai envoyé ça au moment où il le voulait. D'accord, alors j'imagine que la prochaine fois qu'on se verra, on en saura plus. Ça a dû te prendre énormément de temps aussi de voir les reviews et justement apporter les réponses. Ça prend combien de temps ça, environ? Alors, bonne réponse. Il nous reste 5 minutes. On a le temps de développer. C'est une question qui vraiment est une de plus, qui est tout à fait pertinente. Alors, je pars de minuit jusqu'à minuit suivant. On a 24 heures. Déjà dans une journée. Oui. C'est pas 24 heures qu'on a parce que il faut dormir. Il faut se lever, se préparer, petit déjeuner, dîner, aller au travail. Répondre au courrier. Alors moi, je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, je passe en moyenne 4 heures par jour à faire en sorte que les courriers du jour ne soient pas supérieurs aux courriers de la veille. C'est-à-dire que je suis en retard chronique et j'essaie juste de combler mon retard petit à petit. Et dès que je passe une semaine de, comment ça s'appelle quand on part se détendre et qu'on oublie tout, ça y est, vacances. Je l'ai mémorisé. Alors là, les emails montent, mais je crois que tout le monde connaît ça. Et puis après, on en a pour des mois et des mois à retrouver le niveau précédent. Et donc, il reste d'autres choses qui vont dans tous les sens. Et donc, il reste très peu de temps pour être disponible et répondre à la question. D'accord. Ça passe extrêmement vite. Comme d'habitude, on a été captivé par cet épisode de Voyage dans les échos. Daniel, merci. Tu voulais faire une conclusion, rajouter quelque chose, une intro peut-être pour le sujet de la prochaine chronique, ou ce sera là aussi encore une fois une surprise peut-être? Alors, déjà, quand le papier a été renvoyé, alors après toute cette intense activité qui a duré du 1er avril, enfin du 6 avril, disons, jusqu'au 21 mai, ça a été non-stop, c'est-à-dire que j'ai vécu que pour ça, en allant dans tous les sens, en faisant des recherches, en lisant, en relisant, en surlisant. Et donc, les jours suivants, j'ai été dans c'était la grande relaxation. J'ai pensé à plus rien. Là, on va tout doucement se reprendre parce que j'ai un petit rendez-vous dans quelques jours à Leiden, à l'université de Leiden en Hollande, où par des gens que je ne connais pas mais qui m'attendent, qui me demandent d'assister à un dîner le premier soir, de faire une lecture le lendemain à midi. Et à l'issue de cette lecture, ils vont me décerner un award, une médaille. Alors, il faut que ma lecture, qui n'est pas encore commencée, soit en anglais. Bien sûr en anglais. Oui. Et puis, il faut qu'elle s'accorde à ce climat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une lecture barbante avec que des chiffres, des données, mais il faut qu'elle soit un petit peu... attractive. C'est ça. Surtout dans le public, il y aura des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'échographie critique, pulmonaire, mais ce sont des gens qui apparemment voient un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite, et voilà quoi, ils décernent ça une fois par an, donc je vais y aller, hein. Ça j'y vais sans problème. Et au mois de juin, le dernier mardi, je vais vérifier tout de suite que je n'ai pas eu j'espère que d'overlapping, tu seras parce là. que j'aurai forcément la réponse de la revue. Ce sera le 25 juin. Le 25. Alors, je vérifie bien évidemment que j'ai pas, par bêtise, fait quelque chose. Oh, j'aurai un congrès ce jour-là. Mais je me suis arrangé pour le congrès se passe à Paris. D'accord. Et donc, j'aurai le temps d'arriver
au studio. Merci. Et là, j'aurais forcément l'épilogue. Oui. Ça m'étonnerait qu'il y ait une troisième demande. Ça peut arriver, hein. Mais globalement, je devrais ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je n'aime pas tuer les ours, donc c'est pas cette formule que j'aurais utilisée. Ne crions pas victoire. Restons toujours très prudents, mais si ça marche, ce sera une très très belle journée de ma vie. J'ai hâte, et je pense que les auditeurs aussi, d'être au dernier mardi du mois de juin, justement pour en savoir plus. Merci beaucoup, Daniel. À dans un mois. Au dernier mardi du mois. À bientôt, auditeurs, auditrices. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. À bientôt.